Salut les gars, c'est Tisma comme tous les mercredis pour la chaîne de NLG. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de ma présentation sur comment j'ai grind 1K à 1M en l'espace de 5 ans en trading crypto. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va parler de chiffres, on va regarder ma bankroll, l'évolution de ma bankroll, des pics, etc. Jusqu'en 2019. Ensuite on va regarder comment j'ai appris en fait l'analyse technique, parce que c'est la base de ma stratégie. Comment par la suite, avec mon apprentissage, j'ai développé ma propre stratégie que j'utilise encore sur les marchés aujourd'hui. Et voilà, et donc ça couvrira à peu près toute la vidéo. Allez, on passe dans le vif du sujet. Voilà, nickel. Donc ça, pour ceux qui connaissent, ça s'appelle un Jupyter Notebook. C'est un truc qui permet de faire du code Python et de la data science enfin, voilà, plus simplement, enfin avec des plus beaux graphiques. Bref, donc j'ai créé un petit script Python qui va aller chercher sur BitMEX mes data sur mon wallet. Et ensuite va le display sous une courbe. Voilà, donc on va avoir tout mon PNL cumulé sur toute l'histoire de mon compte de trading. Comme ça il n'y a pas de chi. Bon là j'ai caché mon API key, voilà, pour les raisons de la vidéo, mais en soi voilà, c'est juste vous avez tout le code comme ça, vous pouvez regarder. Voilà, donc ça c'est mon PNL cumulé. Donc faut savoir que sur BitMEX c'est compté en Bitcoin parce que vous êtes payé en Bitcoin. Donc c'est mon PNL cumulé en Bitcoin sur BitMEX à travers les années. Donc là j'ai commencé du coup début 2018 et là jusqu'à aujourd'hui 2023. Bon après là j'ai migré sur FTX, donc ça se voit plus trop, mais voilà, bref. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous on va principalement regarder 2018, donc je vais zoomer comme ça. Donc là on voit donc que j'ai start 2018 et comme vous le savez, comme je vous l'avais dit, je me suis fait rect une fois, donc je me suis pris une liquide à moins 0,10 quelque chose. Et on voit que le début 2018 a été dur. J'ai grind avec très petite somme, mais c'était relativement en perte. J'oscillais entre 0,15 BTC de perte et 0 Bitcoin. Donc voilà, on va dire pendant un mois et demi, j'ai oscillé en perte. Et après j'ai commencé vraiment à gérer à partir de mars 2018, où je suis monté à 1,44 de bankroll en partant d'un dépôt de 1000 $. Donc je sais plus comment ça faisait en BTC à ce moment là, mais bon, c'était pas beaucoup. Donc j'ai grind 1,40 de profit. Après là je me suis pris une liquidation, donc j'ai pris un moins 0,6 BTC, donc une grosse liquide par rapport à ma BR. Et là après j'ai continué à slow grind en escalier. Et là on grind. 2-3 mois après mes débuts à 4,8 Bitcoin, donc ça c'était lourd. Et vous voyez, j'ai pas de gros drawdown parce qu'en gros mon risque est maîtrisé, dans le sens où ça arrive que des fois j'ai des périodes de perte, par exemple pendant plus d'une semaine je suis en full perte, donc je fais que des trades négatifs, mais c'est des petites pertes à chaque fois. Et après dès que je fais un gain, je regagne directement bien plus. Même si là on voit que j'ai eu plein de petits gains positifs à chaque fois. Et voilà, et ça fait que grind comme ça à la suite, pour atteindre à pic, donc 6 mois après mes débuts plus ou moins, à 10,8 Bitcoin. Donc j'ai fait un ROI complètement insane par rapport à ma bankroll initiale qui était de 1000 $. Donc voilà, et puis à l'époque, en août 2018, 10 bitcoins, ça devait valoir, un bitcoin ça devait valoir 6000 balles je pense, donc ça faisait 60 000 balles plus en partant de 1000. Donc un fois 60, alors que je rappelle on était en full bear market en 2018, donc c'était une très très bonne perf. Voilà, donc ça concernant mon equity. Tout ce qui est l'equity qui est arrivé par la suite, on le verra dans un autre épisode, parce que sinon ça va être trop long. Et maintenant on va parler en fait on va parler tout simplement de la suite, en fait, comment est-ce que j'ai réussi à apprendre le trading, comment je me suis formé et quelles sont pour moi les choses importantes en fait en trading. Donc il faut savoir que à l'époque, j'ai commencé d'abord par m'instruire via un livre qui s'appelle Technical Analysis of the Financial Markets de John G. Murphy, qui est un livre en fait qui est écrit il y a 20 ou 30 ans je pense pour les marchés traditionnels, et qui explique très clairement ce qu'est l'analyse technique sur environ 400 pages, un truc comme ça. Il existe en anglais et en français, nombreuses sont les personnes qui l'ont déjà trouvé sur mes recommandations. Et ce livre en fait c'est vraiment la bible de l'analyse technique. Vous allez le lire de A à Z, vous allez tout comprendre. Moi c'est vraiment tout ce qui m'a formé. J'ai eu besoin d'aucune autre formation en termes d'analyse technique. Après il y a de la formation pratique évidemment, de voir ce que les autres traders pensent sur la macro, etc. C'est extrêmement important aussi. Mais en tant que débutant, tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est d'abord des compétences d'analyse technique. Voilà, et ce livre est excellent pour ça. Même s'il a été créé pour la finance traditionnelle, il est encore complètement d'actualité pour les trading crypto. Il explique également
vraiment en profondeur pourquoi est-ce que les supports et les résistances fonctionnent, en plus de vous les montrer en tant que sommaire, comme ça il va vous expliquer pourquoi la psychologie derrière fonctionne. Donc ça c'est extrêmement intéressant de bien comprendre pourquoi ça marche. Voilà. Ensuite, il faut savoir qu'en 2018, les marchés étaient beaucoup plus faciles à trader qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que les patterns, donc vous allez voir les triangles de continuation, les drapeaux haussiers, etc., ils ne fonctionnaient beaucoup mieux qu'avant, c'est-à-dire vous alliez beaucoup moins avoir de fake, vous alliez avoir une bonne continuation lorsque le pattern était bien dessiné, etc. C'était plus simple. Mais bref, voilà. Bon, en fait surtout ce que j'ai déduit après avoir lu le livre, c'est que donc il donne des petites stratégies, etc. Mais voilà, elles sont pas incroyables, hein, c'est des stratégies de base que tout le monde connaît, genre les Golden Cross, etc. Mais ce que j'ai rapidement remarqué, c'est qu'en fait avec le momentum et le RSI, donc qui sont deux indicateurs qui sont pas corrélés, parce que le momentum lui il est en fonction du volume et le RSI lui il est en fonction de la vitesse de l'évolution du prix. Et donc je me suis dit si je combine les deux, ça donne un potentiel en fait de corrélation qui me permet en analysant les divergences de trouver des signaux haussiers ou baissiers. Et donc là on était en marché baissier en 2018, donc je me suis concentré principalement sur les divergences haussières parce que c'est ce qu'il y avait le plus. Mais en gros, donc si vous connaissez pas les divergences haussières, je vous conseille de taper ça sur internet, c'est vraiment une des bases. Ou alors d'aller voir le channel de Luchap qui l'explique bien au tout début de ses messages sur le Discord LNLG. Voilà, bref. En fait, les divergences, j'ai remarqué, elles fonctionnaient très bien. Donc, ce que j'attendais, c'est que j'analysais des supports en 4 heures ou en 1 heure, donc en plus grosse time frame. Et ensuite, une fois qu'on allait atteindre les supports avec le prix, j'allais en fait analyser et attendre des divergences 5 minutes ou 15 minutes en petit time frame, dans le but en fait d'avoir un rebond sur support intéressant. Et donc on avait une conjecture de la bonne time frame, la time frame supérieure qui rebondit, donc enfin qui a une zone de rebond, donc ça c'est validé, et des bonnes divergences haussières. Et les divergences haussières, c'est quelque chose que j'utilise toujours aujourd'hui, qui marche très très bien. Voilà, mais on en parlera dans une autre on détaillera plus dans une prochaine vidéo d'explication, mais c'est une technique qui marche très bien et je vous conseille d'utiliser ce genre de choses en analyse chartiste. Voilà. Ce qu'il faut savoir, un truc extrêmement important aussi, c'est que on a un truc qui s'appelle en trading la méta. Vous en avez peut-être entendu déjà parler si vous êtes dans les jeux vidéo. La méta, ça signifie la meilleure manière de gagner. En trading, comme en jeu vidéo, il y a une méta qui dépend en fait du marché, qui dépend de la macroéconomie, qui dépend de plein de choses et qui va évoluer en fait en fonction du temps. Donc pour illustrer mes propos, je vais vous mettre une charte de Bitcoin dollar en 2018 pardon, et vous allez voir en fait que un pattern s'est développé lorsqu'il y avait peu de volatilité, et ce pattern en fait a été prénommé une BART. Et alors je vais vous montrer pourquoi. Parce que du coup en fait ça fait ça en fait, tac. Où est-ce qu'on va en trouver? Voilà, là on va en voir ici en petit time frame. Là en fait c'est plus de la BART en 15 minutes. Donc là on en a une, là en fait on en a une autre aussi. Où est-ce qu'on en a une? Là on a eu un début de BART par exemple, mais on va en parler tout à l'heure. Et voilà, ça c'est sauf qu'il y a des BART en 4 heures, il y a des BART en 15 minutes, il y a des BART en un peu toutes les time frames, ok. En gros ce qui se passe, c'est que le prix pump, ensuite vous avez un tapissement et ensuite un dump. Et en fait pourquoi ça s'appelle une BART? C'est parce que c'est en référence à Bart Simpson. Voilà, et là c'est Vush en fait ici. Donc là c'est Bart Simpson là, vous voyez. En fait c'est Vush, c'est le pattern. Et donc ça c'était un pattern qui était très récurrent en 2018, qui est arrivé là et quand on était à 6000 aussi plus haut. Et ça c'est donc la méta à ce moment là, c'était en fait d'attendre un tapissement. Donc il y avait une montée, t'attends un tapissement comme ça, et là tu shortais et tu mettais un stop loss au-dessus du plus haut du range qui venait de s'établir en petit time frame. Et là tu targetais au minimum le prix de départ de la pump. Et donc ça, cette technique moi je l'ai pas mal utilisée en 2018, et c'est une technique donc en fait que vous allez analyser à force de regarder, ce qu'elle existe nulle part dans les livres, mais vous allez découvrir cette technique à force de regarder les graphiques pardon. Et moi, savoir que mon setup trading à l'époque constituait d'un écran principal, 2 écrans sur le côté, où j'avais mon truc d'exécuteur d'ordre, j'avais mon trading view, et ensuite je jouais genre à Fortnite ou à des jeux à LoL, pas mal aussi, en face, comme ça j'étais toujours devant les charts, et dès qu'il y avait une opportunité, paf, je bombardais en petit time frame, et voilà. Et donc c'était mon truc de trading principal, c'était mon setup principal. Et les bars, ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, tu remarquais qu'il y avait un ou deux
de BART en fait qui se créaient, tu savais que les 3 et 4 prochaines fois il y avait de grandes chances que ça BART. Mais après, au bout d'un certain temps, vous voyez par exemple ici, là il y avait eu un début de BART inversé. Donc là les gens qui ont voulu rentrer agressivement, bah ils rentrent ici en anticipation de la BART. Sauf que si vous êtes safe, vous devez rentrer s'il y a un tapissement, d'accord? Et ici il n'y a pas eu de tapissement, on a pump direct. Donc là il fallait pas rentrer par exemple. Mais il y a beaucoup d'acteurs qui sont rentrés pardon, et qui ont du coup fail le marché. Et en fait je sais pourquoi c'est trop safe, parce que je suis en 12 heures et je voulais faire après en 4 heures, bon c'est pas grave. Là pareil, vous voyez on a un tapissement, donc les gens ils se sont dit ok ça va faire une BART. Là en plus, si on regarde en plus petit time frame, là il y a eu une mèche qui a été ravalée direct. Donc les gens ils se sont dit ok c'est bon on fait une BART. Sauf que du coup ils ont tous shorté et là bah hop ça a pump et du coup bah rect. Et du coup pourquoi? Parce que les BART bah au bout d'un moment ça marche plus. La méta elle change en fonction des acteurs. Les acteurs ils ont tous compris que ça allait aller dans l'autre sens en faire ça. Donc du coup bah le marché vu que tout le monde est déjà positionné, bah il bouge plus et en fait il fait l'inverse parce que voilà c'est où il y a le plus d'endroits à prendre. Donc voilà, et la méta donc ça s'applique à ça, mais ça s'applique un peu à tout. C'est à dire que pour les patterns pareil, c'est à dire que tu vas avoir pendant un certain temps les patterns qui marchent à la perfection, genre les triangles etc. Et après tu allais avoir une méta où tu allais avoir un triangle haussier qui allait faire genre un fake break. Donc tu allais avoir ça, il allait break juste en dessous et il allait repump comme ça. Et en fait il allait en avoir genre un ou deux d'affilée. Enfin 2 d'affilée au minima. Et ensuite bah une fois que tu as capté le troisième, tu te dis ok imagine il y a un bull flag en troisième. Et bah il allait faire ça, il allait dump ici. Et là la méta, tu savais que c'était une méta où ça allait fake break. Donc du coup tu sais que quand ça réintègre, toi tu long ici et hop tu targetais la target. Voilà. Et donc ça s'appelle la méta. Et ça en trading c'est omniprésent. Et ça dépend du marché, ça dépend de plein de choses. Par exemple, là récemment, on a vu une méta où en gros, bah, dès qu'il y a un discours ou une news attendue, le marché il pump en amont. Et ensuite, bah, quand il y a la fin du discours, il dump, voilà. Et ça, c'est par exemple un sell the news. Alors que des fois, ça allait dump. Et une fois qu'il y avait la news, ça allait pump. Et ça, c'est des méta de marché. Ça dépend en fait des acteurs. Ça dépend de la psychologie de marché, etc. Ça, on pourra en parler pendant très longtemps. Parce que la méta, comment... pour faire simple, il faut juste analyser et voir ce qui marche le mieux pendant un certain temps. Et les méta aussi, elles dépendent de chaque coin. C'est-à-dire que sur un coin, il y a un certain type d'analyse technique qui va marcher mieux que sur un autre coin, parce que ça dépend des acteurs qui sont en trading sur ce coin. C'est des microcosmes à chaque fois, tous les acteurs ne sont pas présents sur tous les marchés, donc c'est des niches à chaque fois sur différentes paires. Donc voilà, donc on va clôturer là-dessus pour cet épisode. Je pense qu'il y a eu pas mal de choses à digérer. Et on se revoit mercredi prochain pour l'épisode 3 et la continuation de mon parcours. Allez, à plus les gars.